Bonjour et bienvenue à ma capsule d'évaluation d'entreprise. Alors, Yannick Gaudreau de Gaudreau Évaluation d'entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur les étapes du processus d'évaluation d'entreprise. Et aussi, on va évaluer une entreprise ensemble pour que vous voyez le fonctionnement, en fait, de comment on arrive à une valeur d'entreprise. La première des choses, en fait, il y a plusieurs méthodes d'évaluation d'entreprise qui existent. Il y en a plus d'une dizaine, et puis, dépendamment du contexte dans lequel l'entreprise se situe, de la façon qu'elle génère des bénéfices ou des déficits, la croissance, le secteur d'activité, eh bien, il faut choisir la bonne méthode d'évaluation d'entreprise, celle qui est le plus appropriée selon le contexte de l'entreprise. Voici les étapes. La première étape, en fait, l'évaluateur doit faire une analyse approfondie de l'entreprise, donc une analyse qualitative et financière, autant interne que externe de l'entreprise. Ce qu'on appelle en anglais l'acronyme SWOT, donc les forces, faiblesses, opportunités, menaces de l'entreprise. À cette étape-ci, l'évaluateur veut se faire une tête sur l'entreprise, le secteur d'activité, l'économie. Donc, il va faire une étude approfondie de toutes ces choses-là, aussi au niveau de l'entreprise, de la façon qu'elle est gérée, de la façon qu'elle est endettée. Donc, il va y avoir des ratios financiers d'endettement, ratios de gestion de fonds de roulement. Il va y avoir des ratios de rentabilité. Et puis, il va y avoir tous ces ratios-là, donc analyse qualitative, financière de l'entreprise et aussi du secteur d'activité, donc des entreprises connexes à cette entreprise-là. Deuxième étape, normaliser les états financiers, donc l'état des résultats et le bilan. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient passer les ajustements à ces états financiers-là afin qu'ils représentent le plus fidèlement possible ce que l'entreprise qu'on évalue est capable de générer en termes de bénéfices ou de déficit. Alors, des ajustements qui sont très populaires, en fait, au bilan, on peut voir des investissements qui sont faits, mais qui ne sont pas nécessaires au maintien des opérations de l'entreprise. Donc, on vient les exclure et vous allez voir plus tard comment on vient les rajouter par la suite. Au niveau de l'état des résultats, il y a plusieurs ajustements qu'on doit regarder. Donc, le salaire qui est versé au propriétaire qui est opérant, pour voir si c'est un salaire de marché ou les comptes de dépenses aussi, il y a souvent des ajustements à faire. Et les voitures utilisées à des fins personnelles, on doit venir ajuster ça, donc venir redresser le bénéfice afin qu'il soit le plus représentatif possible de ce que l'entreprise est capable de générer. Troisième étape, sélectionner le bénéfice caractéristique à utiliser. Ici, il y a plusieurs types de bénéfices qu'un évaluateur peut prendre. Il peut prendre le BAIA, bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Il y a le BAI qui est le bénéfice avant impôt. Il y a le bénéfice net qui est le bénéfice après impôt. Il y en a bien d'autres. Il y a par exemple les flux de liquidité en fait, que l'entreprise génère. Et je vais vous dire que le maximum possible, l'évaluateur va essayer d'arriver à établir les flux de liquidité en tant que bénéfice caractéristique. Pourquoi? Parce que les flux de liquidité sont réellement le retour sur l'investissement pour un investisseur. Donc, pour le propriétaire actionnaire, c'est ce qui lui revient vraiment dans les poches. Donc, c'est ce qu'un investisseur, acheteur d'actions, veut vraiment identifier. Donc, c'est le paramètre, en fait, qui est le plus juste, le plus approprié. Okay? Quatrième étape, c'est la sélection d'un taux de rendement, donc le multiple, à utiliser sur les bénéfices caractéristiques. J'ai fait une autre capsule web où j'identifie, en fait, un des processus pour établir le taux de rendement pour une entreprise, pour le calcul d'une juste valeur marchande. Alors, cette étape-là, l'étape 4, c'est important qu'il y ait une cohérence avec l'étape 3. Donc, dépendamment du type de bénéfice qui a été choisi par l'évaluateur, eh bien, il y a un taux de rendement qui doit être cohérent avec. Ensuite, à l'étape 5, on vient ajouter à la valeur des opérations les actifs excédentaires. Donc, on a déterminé des actifs qui n'étaient pas nécessaires aux opérations de l'entreprise, mais s'ils font partie de la transaction, et on veut établir
juste la valeur marchande de l'entreprise, incluant ces actifs-là. Il faut les ajouter à la fin. Dernière étape, étape 6, considérer les escomptes. Cette étape-là est souvent omise par les évaluateurs. En fait, ça vient, il y a deux escomptes, il y en a plusieurs des escomptes, mais il y en a principalement deux. Il y a l'escompte de minorité. Qu'est-ce que l'escompte de minorité? En fait, l'escompte de minorité, ça revient à dire que la valeur d'une action dans une participation minoritaire va toujours valoir moins que la valeur de l'action dans une participation majoritaire. Pourquoi elle vaut moins? Tout simplement parce que dans une participation minoritaire, il y a une perte de jouissance due au fait que l'actionnaire minoritaire ne peut pas prendre des décisions, n'a pas le pouvoir d'influencer l'orientation de l'entreprise. Alors, pour cette raison-là, il y a un escompte de minorité qui se doit d'être appliqué. Maintenant, l'autre escompte qui est aussi populaire, c'est l'escompte de commercialisation, qu'on appelle aussi l'escompte d'illiquidité. Qu'est-ce que cet escompte-là? En fait, dans ce processus que vous voyez, c'est un processus d'évaluation pour une entreprise privée. Donc, ce n'est pas une entreprise qui est cotée à la bourse où il y a déjà une plateforme où c'est qu'on peut transiger et où c'est possible de convertir notre action en dollars de façon très rapidement. Alors, on doit tenir compte, dans le contexte d'une entreprise privée, de l'incapacité à convertir notre investissement en liquide de façon assez rapidement. Okay? Ça peut prendre 3, 6, 9 mois, voire même 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir vendre une entreprise, étant donné qu'il y a une entreprise privée, étant donné qu'il n'y a pas de plateforme publique à cet effet-là. Donc, on doit appliquer une escompte de commercialisation. Maintenant, on va évaluer une entreprise ensemble, un cas très simple. Donc, voici les hypothèses. En fait, c'est un chèque à patate qui a des bénéfices nets de 25 000 par année, qui génère des flux de trésorerie de 20 000 par année une fois versés les salaires, parce qu'on peut assumer que dans ce type de restaurant-là, les actionnaires, en fait, les propriétaires sont opérateurs, donc ils se doivent, dans le bénéfice qu'on vient caractériser, on se doit de réduire le bénéfice d'un salaire approprié de marché. Et une fois le salaire payé, on fait l'hypothèse qu'il y a des flux monétaires supérieurs de 20 000. On va faire l'hypothèse qu'il y a un taux de croissance projeté de plus 3 % par année et finalement que le solde en banque est de 15 000 $. Alors, on garde ça très simple. Okay? Et maintenant, on va faire un lien avec notre chèque à patate, avec les étapes du processus d'évaluation d'entreprise qu'on a vu précédemment. Alors, l'étape numéro 1, on fait l'analyse qualitative et quantitative du chèque à patate et du secteur d'activité. On arrive à un risque modérément élevé. L'étape 2, en fait, c'est de normaliser les états financiers. Une fois normalisé, on arrive avec un bénéfice net de l'état des résultats, un bénéfice net de 25 000 par année. L'étape 3, on décide de choisir le type de bénéfice caractéristique le plus approprié pour évaluer une entreprise, qui est les flux de trésorerie. Alors, on arrive à un 20 000 par année. L'étape 4, c'est d'établir le multiple ou le taux de rendement. Donc, on arrive à 33 et un tiers ou 3 fois les multiples. Et c'est un cas fictif, tout en passant. En fait, on n'a pas approfondi l'analyse, mais c'est un cas fictif pour notre chèque à patate. Étape 5, on vient ajouter la valeur des opérations et des actifs excédentaires. Donc, dans nos hypothèses, on avait un solde de banque de 15 000 $ et on assume, on évalue que le chèque à patate doit maintenir 3 000 dans son encaisse pour pouvoir gérer son fonds de roulement à court terme. Alors, ça fait en sorte qu'il y a un excédent de 12 000 $. Et l'étape 6, c'est de considérer les escomptes. Alors, dans ce contexte-ci, on fait l'hypothèse que les investisseurs ou acheteurs sont opérants, donc ils achètent en entièreté la compagnie. Il n'y a pas d'escompte de minorité, mais il y a un escompte de commercialisation toujours, puisque c'est une entreprise privée. Alors, pour les besoins de la cause, on fait l'hypothèse que c'est un escompte de 20 %. Alors, comment ça se traduit au niveau de la méthode d'évaluation? La méthode d'évaluation de la capitalisation des bénéfices, eh bien, voici la conclusion de valeur du chèque à patate.
Alors, on y va avec les bénéfices caractéristiques, les flux de monétaire qu'on a choisi de 20 000 par année. On divise par le taux de rendement qui a été identifié de 33,1. On arrive à une valeur des opérations de 60 000. Donc, c'est une valeur avant les escomptes et avant les actifs excédentaires. On applique l'escompte sur cette valeur des opérations-là de 20 donc c'est un moins 12 000 pour arriver à 48 000. Et à la fin, on ajoute les actifs excédentaires qui sont liquides, c'est le surplus en caisse, donc 12 000. Et en conclusion, on arrive à une valeur totale d'entreprise de 60 000. Alors voilà, c'est expliqué de façon grossière comment évaluer une entreprise. Il y a beaucoup d'autres étapes assez complexes, mais en résumé, c'est un petit peu comme ça qu'on évalue une entreprise. J'espère que vous avez apprécié. Alors, merci et à la prochaine.